Bonjour à tous, bienvenue à la première des Manitalk. L'un des faits marquants du développement au Rwanda depuis quelques années, c'est la place de plus en plus importante que les femmes prennent dans toutes les sphères de la vie, et notamment à des postes de haute responsabilité. Le secteur du business n'est pas en reste. Pour cette première, nous avons le plaisir de recevoir une businesswoman de la première heure. Cela fait plus de 15 ans que cette femme exceptionnelle œuvre dans le domaine de l'impression sur textile, déclinée dans la mode, l'artisanat. Et elle n'est pas la seule à entreprendre dans ce pays. Il y a beaucoup de femmes entrepreneurs dans différents domaines. Et c'est pour cette raison que nous avons voulu la recevoir aujourd'hui. Bonjour, Gloria Kamandi Uizia. Comment vous est venue cette idée d'impression sur textile? Mais avant de connaître ce moment de révélation, vous avez compris ce que vous vouliez faire. Nous aimerions d'abord savoir d'où vous vient cette passion pour l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat est venu du fait que je viens d'une grande famille des entrepreneurs à partir de mon grand-père. Alors, de mon très jeune âge, je voyais mon grand-père ainsi qu'avec ma mère faire des projets, surtout des affaires. Je suis née dans cette famille qui était très active dans les affaires du pays. Et c'est comme ça que j'ai eu cette passion-là. Et je me suis dit qu'un jour, je deviendrais une entrepreneur. On ne trouve pas beaucoup de femmes dans le domaine de l'impression sur textile. Comment vous est venue cette idée? Quand avez-vous commencé? Dans quelles circonstances? D'abord, j'avais cette envie d'être entrepreneur, mais je ne savais pas dans quel domaine exactement. Alors ça m'a pris des années. Je me souviens quand j'ai fini mes études secondaires, j'ai été envoyée au Sénégal, à Dakar. Et j'ai poursuivi mes études, mais au fond de moi, je me disais il faut que je fasse quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Après 5 ans passés au Sénégal, c'est là où je découvre une activité qui, je dois dire, qui m'a été révélée d'une façon inattendue. Mais je n'étais pas sûre, mais j'ai eu un coup de foudre pour cette activité. Et quand j'ai vu même cette technique ou cette activité, comment étaient les étapes, je me dis mais pourquoi pas? Pourquoi pas oser? Alors comme j'étais dans un pays où je suis étrangère, et j'y étais pour les raisons d'études, et je n'étais pas du tout familière de tous les processus de commencer une activité, mais je me suis dit, il faut que je m'y mets, parce que je savais au fond de moi que je ferais quelque chose, mais sans pour autant savoir quel type de travail. Alors j'ai osé, j'ai rencontré un ami grâce à une tante, et c'est là où je commençais à pratiquer. Juste ce que je faisais, c'était de la teinture sur le textile, où on imprime des motifs, tout est fait à la main. Et j'ai pratiqué, je voyais que je m'améliorais si vite, et les gens admiraient mes œuvres. Vos œuvres, c'était des œuvres que vous pouviez commercialiser déjà à l'époque? C'était quel type de tissu, quel type de vêtements? Alors, j'ai choisi de commencer par les t-shirts parce que c'était plus facile à le commercialiser et c'était plus facile à le faire, le faire vendre, et c'était plus facile pour les autres de comprendre parce que je n'avais pas besoin d'expliquer. Alors j'ai commencé avec les t-shirts, et du fait que j'avais aussi le don de dessiner, alors ça a été bénéfique pour moi. J'ai pas eu à faire appel à quelqu'un d'autre comme artiste pour m'aider dans ce domaine-là, et je me suis mis. Et après quelques mois, je me souviens, je me suis posé même la question, suis-je prête à faire ce métier comme ma profession? Je me souviens, je me suis posé la question, et quand je me posais cette question, est-ce que je suis à l'aise avec? Parce que
quand on veut faire une activité, il faut être à l'aise et aussi il faut avoir la passion. Et il faut aussi être déterminé à suivre tout ce que ça demandera. Alors, je me souviens, j'ai été honnête avec moi-même. J'ai vu que c'était une activité qui ne m'empêchait pas d'être indépendante, mais qui me permettait même de rencontrer les gens. Parce que je découvrais les gens, je découvrais d'autres cultures. Et c'est là où j'ai pris la décision, quand je me suis vue étant à l'aise, la passion déjà qui était là, je me suis engagée à se mettre dans ce domaine. Mais on aimerait savoir quand même quels sont les obstacles que vous avez rencontrés sur le chemin de développement de votre entreprise. J'imagine que ce n'était pas facile. J'imagine que vous avez dû batailler pour pouvoir imposer votre style, pour pouvoir développer une clientèle, trouver aussi peut-être des fonds, des financements pour agrandir votre entreprise. Est-ce que vous pouvez nous en parler en quelques mots? Mon activité, je l'ai commencée en dehors du Rwanda, c'est-à-dire au Sénégal, à Dakar. Et quand je suis rentrée, je me suis engagée à continuer cette activité. Alors, les défis étaient là. Ça m'attendait. D'abord, quand j'ai présenté mon activité, les gens s'en sont réjouis, mais ils ne croyaient pas que c'était la jeune fille qui peut le faire. C'est-à-dire la jeune fille Gloria que les gens voyaient, les gens ne croyaient pas. J'apparaissais très jeune, j'apparaissais très jeune par rapport à aujourd'hui, adolescente pour certains, mais je ne l'étais pas. J'étais très jeune, et aussi le fait que j'étais une femme, les deux allaient ensemble. Mais aussi ça m'a permis de découvrir un peu ce que la société est habituée. Mais il a fallu que je sois très déterminée et imposer le style. Quoique les gens ne le veuillent pas, c'était une occasion pour moi de se découvrir, de ce que je suis capable et de comment je ferai mon approche. Au-delà des a priori, des préjugés que vous avez dû surmonter, vous deviez faire face peut-être à une certaine ignorance par rapport aux produits que vous ameniez sur le marché. Donc le batik à l'époque n'était pas vraiment connu. Ce n'était pas un produit consommé en fait sur le marché local. Et donc vous avez dû insister, imposer votre marque, c'est ça. Et progressivement, est-ce que les gens ont commencé à s'ouvrir à ce type de produit? Comment est-ce que ça s'est passé? J'ai eu la grâce d'être connectée à quelques personnes qui étaient dans l'environnement, dans le marché, qui m'ont accompagnée. Et les gens ont commencé à s'ouvrir petit à petit. Mais j'ai vu que ça demandait tellement de patience et aussi il fallait persister et aussi voir à quel pas amener les choses. J'avais pas de boutique en ce moment-là, pour être clair. Juste quand j'ai commencé à travailler à la maison, dans une petite cuisine. Il paraît que toutes les grandes entreprises, ça commence comme ça. Ouais, c'était dans une petite cuisine. Petite cuisine traditionnelle, si je peux dire ainsi. Traditionnelle, je travaillais et je m'organisais comment faire le travail et je commençais à me rapprocher à quelques boutiques d'objets d'art et je leur ai proposé que je pourrais leur faire le dépôt, qu'ils devraient vendre la marchandise de telle sorte, moi j'attendrai et que j'aurais aussi besoin des commentaires des clients. Alors je me suis donné plus de temps, plus de semaines pour d'abord voir quel sera le résultat et j'ai commencé à participer à des petites expositions qui se tenaient ici et là. Il y avait le Christmas Bazaar qui est très connu dans la ville de Kigali. Je me souviens que les gens ont bien accueilli les produits, ils étaient très intéressés et puis il y a eu aussi rencontré les gens un par un, soit du fait que j'avais une amie, c'est comme une grande sœur qui m'a accompagnée. On allait ensemble dans ces activités
activité, elle était plus dans le décor d'intérieur. Et c'est elle-même qui m'a aussi poussée à créer, à travailler sur des articles de maison. Je me souviens, grâce à elle, j'ai travaillé sur une pièce de tableau. C'était une chose que je n'ai jamais pensé. C'était comme ça mon approche, mais avec le temps, comme les années passaient, les choses ont commencé à évoluer. Et nous avons la chance aujourd'hui d'être avec quelques-unes de vos créations. J'ai le bonheur de porter ce magnifique turban dont je raffole vraiment, il est très très beau. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi ces très beaux coussins avec des motifs qui rappellent un petit peu les motifs Inigo. Est-ce que c'est la source de votre inspiration de départ? Je me souviens quand j'ai fait la visite à une de nos musées, c'était le musée de Butare, et j'ai vu combien on avait tant de motifs qui ne sont pas assez exploités. Et je me dis, mais pourquoi pas? Et c'est là où j'ai introduit ces styles, mais s'inspirant de ces motifs, faire quelque chose de simple, parce que nous tenons à garder la simplicité. Nous tenons aussi à garder à ce que le motif soit unique, élégant, une certaine classe, et ça part. Et je dois admettre que les gens ont très bien accueilli ce style, et je dois dire que ça a aidé les gens même à comment travailler sur le décor d'intérieur de leur maison. Je dois dire que ça a beaucoup joué, et on en voit plus en ce moment. Vous vous êtes découvert très tôt une passion pour le dessin et pour la mode également, mais comment est-ce que vous arrivez à concilier les deux? Est-ce que l'artiste et l'entrepreneur font toujours bon ménage? Ça n'a pas toujours été facile, c'est que les deux s'accompagnent, mais ça se soutient de temps en temps. Ça dépend des projets, ça dépend des périodes, mais il y a eu un moment où, disons, là, que je faisais dominer plus que mes rôles de leader, de manager, mais aussi il y a des moments où c'était l'autre partie qui dominait que l'autre. Mais au juste, mon activité artistique, c'est aussi comme un moyen de... Est-ce que c'est un moyen d'exprimer vos émotions ou votre vision du monde? Et comment est-ce que vous arrivez à concilier donc cette passion pour l'art ou cette exigence artistique avec les contraintes de l'entrepreneuriat, les contraintes peut-être des commandes qui ne répondent pas forcément à votre envie de créer? Je dois dire que c'était plus exprimer mes émotions, mais aussi de me rechercher afin que, par exemple, je puisse trouver une solution. Et c'était aussi une façon aussi de m'apprêter pour un autre défi. Parce que quand il y a des défis qui se présentaient là-bas, c'était aussi une occasion pour moi de me recharger. Je cherchais le terme, de me recharger les batteries, afin de pouvoir continuer. Et aussi pour que je puisse aussi atteindre à des objectifs que je me suis donnés. Parce qu'il y a tellement de phases dans l'activité artistique. C'est ce que je peux dire. Où est-ce que vous avez trouvé la force de continuer malgré les différentes difficultés ou obstacles que vous avez dû surmonter? Vous avez parlé de difficultés au niveau des a priori, des préjugés des gens. Vous avez parlé de difficultés de réseautage, de difficultés de financement au début. Et où est-ce que vous avez trouvé la force d'avancer malgré tout? Chacun a sa façon de voir les choses, et d'un côté personnel, je vis une vie où je vis ma foi chrétienne, parce que si j'arrive pas à trouver de solution auprès soit de mes amis ou bien de mes proches ou de ma famille, avec ma foi chrétienne, c'est là où je peux m'ouvrir
et exposer mon besoin d'être aidé, d'être soutenu, d'être encouragé et surtout d'avoir la force. C'est pas une force qu'on se donne, non, c'est une force supernaturelle. C'est pour ceux qui croient en Dieu, ils le savent. Alors, avec ma foi chrétienne, j'ai eu aussi à consacrer du temps de prière, de présenter mes besoins, mes rêves, ma vision, de là où je vais, et vu que Dieu le Créateur sait, il nous a créés, il sait ce qui est en nous, il sait ce qu'on veut, et il voit devant nous, et il nous rend capables. Et grâce à la prière, et aussi, le Seigneur aussi m'a soutenu, m'a accordé sa faveur. Là où je n'étais pas acceptable, j'ai été acceptable. Là où c'était fermé, ça s'est ouvert. Alors, j'ai eu aussi à permettre cela dans mon chemin de l'entrepreneuriat, dans mon aventure. Et je me suis rendu compte que ce que je vivais vraiment était bel et bien réel. Ce n'était pas une folie pour certains qui le croyaient. Et j'ai vu la main de Dieu. J'ai vu la main de Dieu parce que je ne savais pas communiquer. Et Dieu m'a donné la force et l'intelligence, la sagesse de comment communiquer avec les gens, soit les gens éduqués, non éduqués. Je ne maîtrisais pas tellement la langue rwandaise, mais avec le temps, je me suis retrouvée en train d'améliorer mon niveau, que j'arrivais à communiquer avec toutes les classes, surtout la basse classe, qui a besoin d'être, comment dire, d'être soutenue, d'être encouragée, motivée, et surtout motivée, leur faire comprendre que tout est possible. Et mon objectif, c'était plus faire un impact à travers mes œuvres, et je dois dire que j'ai vu que tout était possible. Quels sont les faits marquants du développement de votre entreprise? Quels sont les événements auxquels vous avez participé et qui vous restent en mémoire, que vous pouvez identifier comme peut-être des plateformes de lancement ou des plateformes de développement assez particuliers dans votre parcours? Je me souviens, c'était un grand rêve pour moi de voyager à la Malaisie. Je me souviens, c'était une surprise. J'ai été appelée par une institution gouvernementale et là, on m'annonce, oui, tu iras avec la délégation du Premier ministre et tu iras en Thaïlande et en Malaisie. Pour moi, c'était un rêve accompli. Et je suivais tellement tout ce qui est en relation avec le batik qui est fait en Malaisie. Alors, j'ai pu m'arranger, j'ai trouvé un moyen de trouver un centre. C'est comme un centre commercial, hein, mais c'est un centre commercial qui vend des objets faits en batik. Tout ce qui était tissu, textile, ils en avaient. Et tout ce dont j'ai imaginé dans ma tête, j'ai vu cela là-bas. Je me souviens, j'ai même acheté des exemplaires de leurs produits. Et ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est qu'il y avait même quelques magazines d'une jeune entrepreneur, dame. Et c'est là où j'ai trouvé tellement d'informations. Je me souviens, j'ai circulé, j'ai visité tous les magasins qui étaient dans ce complexe, tous les coins qui étaient dans ce complexe. J'en revenais pas, j'ai dit waouh, ce que je me disais est bel et bien la réalité. Je peux arriver à n'importe quel niveau. Et c'est là où j'ai vu la force de nos pensées. Ça a été plutôt un événement formateur qui a influé fortement sur l'orientation de votre entreprise et sur son agrandissement. On peut s'imaginer de quoi? De n'importe quel type de produit, type de service, mais on ne sait pas comment s'y mettre. Vu que ce sont des choses que je n'ai jamais étudiées, vu que je n'ai jamais vu
des choses de telle sorte. Alors je me dis que, et je crois fortement que ma visite en Malaisie, ça a été une expérience pour me guider. Comment je grandis. Comment, par exemple, il y a une chose que j'ai eu à travailler dessus, c'était plus sur comment protéger mes œuvres. Et nous sommes victimes d'être copiés. Hein? Et il faut savoir comment s'en sortir. Et je me souviens dans ces magazines-là, il y avait une réponse. Là, vous parlez de l'importance de l'information. Et donc, il a fallu pour vous sortir du pays pour aller trouver une information qui allait changer le cours de votre histoire. Donc, il vous a appris l'importance du droit d'auteur et comment protéger vos œuvres. Mais en plus de cela, ce que nous aimerions savoir, c'est l'impact de votre changement de perspective sur le développement de votre entreprise, l'impact social. Qu'est-ce que ça vous a apporté par rapport à vos employés, à comment vous travaillez avec les artisans qui sont à votre service ou que vous côtoyez dans le cadre de votre travail? Tout est possible pour ceux qui le croient. J'ai vu quelqu'un, j'ai un de mes employés qui était un marchand de rue et il fait partie de notre équipe et là ça fait 12 ans que nous avons vu des changements dans sa vie. Il a pu grandir, mais aussi il a pu atteindre à certains projets dont il voulait pour sa famille, jusqu'au point où ses enfants étudient dans des bonnes écoles. Et autre chose, c'est qu'on a eu à faire, on a soutenu jusqu'à maintenant un de ses fils aînés. Et là, ça fait plus de 7 ans qu'on paye les frais de scolarité et le jeune homme est sorti quelqu'un d'exceptionnel, j'en croyais pas à mes yeux. Et voir ce qu'il fait et ce qu'il pense. J'ai appris récemment qu'il aimerait me rencontrer, il a des propositions à me faire, des services qu'il peut nous donner. C'est très touchant. Et une des visions, c'est que nous voulons continuer comme ça parce qu'il y a un projet que j'ai commencé récemment, de former les femmes. Nous formons les femmes. Nous formons les femmes dans cette activité où nous voulons créer plus d'emplois pour les femmes et pour les jeunes. Parce qu'on s'est dit non, on ne devrait pas se limiter à notre équipe. Et on s'est rendu compte qu'on pourrait même le faire sans pour autant avoir des gros moyens. Avec ce qu'on a, c'est possible de le faire. Et nous voulons vraiment contribuer à cela et à former, accompagner les femmes, comment elles peuvent, en coopérative, avoir une activité qui leur donnera des revenus et aussi qui contribuera à d'autres activités qu'elles ont au niveau de leur société. Quand je dis société, c'est dans les environnements où ils sont. Alors, on a vu qu'on pourrait vraiment faire multiples projets. Et là, il y a un projet dont je suis en train d'apprêter, de travailler avec ces coopératives dans 2 parties du pays, où nous allons accompagner ces femmes, c'est-à-dire elles seront notre main-d'œuvre, mais on devrait s'assurer qu'elles soient payées équitablement. Ça, c'est très important pour nous, et c'est parce que ça a été aussi la même chose avec nos employés, et nous voulons aussi le montrer aux autres, et comme on a vu les changements auprès de nos employés, on le croit fortement que pour les autres aussi, ça sera de même. On remarque depuis quelques années qu'il y a beaucoup de projets de soutien à l'entrepreneuriat féminin, qu'il y a plus d'accès au financement, qu'il y a plus de réseautage. Mais à l'époque où vous débutiez, est-ce que vous aviez accès à toutes ces facilités? Quand est-ce que vous avez senti un changement dans l'environnement des affaires? Ça a pris quelques années. Si je dis que ça a pris quelques années, dans mon cas, disons 4 à 5 ans, parce que à ma 4e année, j'ai commencé à être approchée, j'ai commencé à être considérée pour des opportunités.
localement et l'extérieur. J'ai commencé à recevoir des facilitations. Je commençais à avoir des contacts qui pourraient nous apporter des soutiens différents. Quand on dit soutien différent, ça dépend de ce que le partenaire a proposé. Alors, je dois admettre que ça a beaucoup joué et aussi ça a joué du fait que mon entreprise aussi a grandi avec le temps. Vous avez dit que vous avez eu des facilités, des opportunités de networking, j'imagine, ou d'exposition à l'intérieur comme à l'extérieur. Quelle place la volonté politique, de façon très stratégique, a-t-elle eu? Je voudrais juste quelques anecdotes, parce que les gens se disent que ça a toujours été facile pour les femmes, mais pas forcément. Donc quelque part, il y a eu une ouverture vers les femmes et un appui affiché politiquement pour le développement de l'entrepreneuriat féminin. Je dois dire que, au juste, il y a eu une autre approche envers les femmes, c'est-à-dire la voix de la femme a commencé à avoir de la valeur. Soit nous soyons jeunes ou pas, la voix de la femme a eu de la valeur. Et aussi les institutions, soit les institutions publiques et privées, il y a certains changements qui ont commencé à se produire, c'est-à-dire à être facilités à ce que nous ayons des services. Si je donne l'exemple de comment j'ai enregistré ma compagnie, ça prenait des jours, mais à l'époque, mais quand on voit quelques années après, tout se fait facilement en ligne, mais aussi il y avait aussi, disons, des projets où ils insistaient plus qu'il y ait la participation des femmes. Je peux aussi donner un autre exemple, même des partenaires étrangers sont venus présenter leurs projets des femmes qu'ils allaient équiper, disons, accompagner les femmes dans leurs projets, c'est-à-dire les former, les accompagner, les faire rencontrer à d'autres femmes des autres pays. Et vu que même le gouvernement a accepté cela, c'était déjà un signe que la volonté est là d'accompagner les femmes. Vu aussi qu'il y avait des cas, que ce n'est pas peut-être mon cas, mais nous savons qu'il y a des femmes, par exemple, qu'elles aient du prêt, ils ont besoin d'avoir le consentement de leur mari. Mais les choses sont arrivées où la femme, c'est-à-dire l'homme ne peut pas avoir le prêt sans le consentement de la femme. Ça montre que la femme a eu de la valeur. La femme pourrait, par exemple, s'acquérir d'un terrain sans pour autant le consentement de son mari. C'est-à-dire, s'il a une entreprise, elle pourrait acheter une entreprise, elle pourrait acheter surtout un terrain qui bénéficiera à son entreprise sans pour autant l'intervention du mari. Juste, il y a tous ces... Donc l'évolution des lois, de la législation en faveur des femmes a participé au développement donc, de l'entrepreneuriat féminin, de vos entreprises, de cette possibilité, cette opportunité aussi de réseautage. Vous avez parlé de formation, vous avez parlé d'accès au financement, vous avez parlé d'organisation. Alors aujourd'hui, quel conseil donneriez-vous aux jeunes femmes, peut-être fraîchement diplômées, qui ont envie d'entreprendre et qui se retrouvent devant le défi de développer une idée, d'en faire une entreprise qui marche, florissante, mais aussi qui sont confrontés peut-être à des difficultés que vous n'avez pas connues à vos débuts, comme la pandémie, qui fait que nous sommes dans des temps assez incertains où l'économie est plutôt instable. Quels conseils leur donneriez-vous? D'abord, soyez confiante. Ça, c'est une chose. Et aussi, sachez que le pays où nous sommes, le pays a accordé des opportunités. Nous avons, disons, la majorité des informations sur les réseaux sociaux. Si vous voulez faire enregistrer une entreprise, vous allez trouver toutes les informations en ligne.
j'inviterai celles qui aspirent à commencer. Il y a des réseaux, de femmes entrepreneurs dont je fais partie. Je fais partie d'un réseau de femmes entrepreneurs, la Chambre des femmes entrepreneurs, dont je fais partie du bureau. Le réseau est là. Et il suffit juste de nous identifier sur le réseau. Il y a nos contacts là-bas et vous êtes en contact avec nous. On va vous accompagner. Parce que aussi les conseils des autres, ça dépend aussi des secteurs dont elles veulent s'investir. Là, nous avons des femmes qui peuvent être utiles à vous guider. Je fais partie aussi d'un autre réseau, ça c'est un réseau qui est sur le continent, qui porte le nom de AWEP, African Women Entrepreneurship Program. C'est un réseau qui a été initié par le gouvernement américain et qui est tout en Afrique. C'est un réseau qui est tout en Afrique. Et nous avons le chapitre du Rwanda dont je préside. Nous avons des femmes étant des secteurs différents qui peuvent vraiment partager leurs expériences. Et je me dis, à travers nos réseaux, c'est possible d'avoir même l'accompagnement et aussi plus de détails sur des sujets peut-être qui ne sont pas assez abordés en ligne, mais qui pourraient vraiment vous servir. Autre chose que je peux dire, identifiez même des amis qui ont l'esprit entrepreneurial. Entourez-vous de ces gens-là, parce que une de mes expériences, c'est que quand j'ai commencé, je n'avais pas des gens qui m'entouraient pour m'accompagner. Mais quand j'ai commencé à m'entourer des personnes qui y avaient cet esprit, mais aussi qui avaient cette volonté, ça m'a beaucoup aidé et ça m'a aussi évité à me retrouver dans des pièges. Mais aussi, il y a des pièges dont je me suis retrouvée, mais j'ai appris comment sortir de ces pièges-là. Grâce à l'expérience et au conseil de ces personnes. Grâce à l'expérience et au conseil de ces personnes. Alors, c'est ce que je dirais. Et puis aussi autre chose dont j'aimerais insister dessus. Si vous savez le secteur dont vous voulez vous y investir, faites la recherche. Comprenez le marché dont vous allez travailler avec. Particulièrement en ces temps de pandémie, j'imagine qu'on ne peut pas investir dans n'importe quel secteur, il faut être très spécifique. Surtout dans cette saison, c'est un peu plus compliqué. Il y a des choses qui ont changé, le pouvoir d'achat a diminué un peu, il y a des attitudes qui ont changé, ce n'est plus comme avant. Rassembler les informations possibles pour que vous sachiez quoi faire et ne pas faire. Et autre chose aussi, voyez ce qui manque. J'insiste sur ça parce qu'on a tendance à voir les gens qui se mettent dans les secteurs, mais ils font les mêmes choses que les autres. Apporter une différence, apporter quelque chose qui résout le problème ou le challenge que les gens font face. En ce moment, les gens vivent avec la réalité. Il faut aller avec la réalité. C'est-à-dire la réalité ne doit pas être mise à côté. Il faut la suivre, il faut la regarder de près, l'observer et regarder tous les changements qui se font. Ne pas ignorer quoi que ce soit. Ça, je l'insiste beaucoup dessus parce que je le dis, parce que c'est une des choses que je fais face chaque mois, même chaque semaine. Il y a des changements de ceci et de cela, des lois, ainsi de suite. C'est très 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 important. Et surtout quand on veut par exemple trouver une maison pour nos activités, c'est pas facile. Les quartiers, il y a des prix différents. Il faut savoir quoi choisir, qui ira avec notre budget. Et je me dis, avec toutes ces informations rassemblées, ça vous donnera une idée de comment commencer. Parce que aussi, autre chose, n'ayez pas peur de commencer avec un petit montant. Je commençais de la création avec un petit montant, mais j'ai vu que tout était possible. Alors ne vous effrayez pas. Si vous avez un projet à cœur, écrivez-le. Et aussi, autre chose que j'aimerais aussi finaliser, c'est que c'est très important d'écrire votre projet. À chaque fois quand vous avez des idées, à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau qui vous tombe dessus, écrivez-le. Parce que l'autre jour, c'est pas sûr que vous allez vous en rappeler. Parce que vous allez vous servir de ce que vous avez écrit pour
construire votre plan d'action. Il y a ce qu'on appelle le business plan, le plan d'affaires. Le plan d'affaires est très, très, très important. En ayant le plan d'affaires, c'est ce qui vous aidera à présenter, même à la banque. Les banques, en ce moment, ne financent pas les projets qui n'ont pas encore commencé, mais quand un projet est déjà en marche et qu'ils voient le plan d'affaires, là, ils vont comprendre que ça c'est sérieux. Et c'est là où aussi la banque peut aussi vous accompagner. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ces conseils judicieux. Nous espérons que vous allez les mettre en pratique. Nous allons retenir donc l'information qui est très importante, écrire son business plan, bien se faire entourer et s'adapter à la réalité. Avoir des idées concrètes mais qui sont réalistes. Voilà, nous espérons que vous avez été édifiés par cette conversation comme nous le sommes et à la prochaine.